Des séries, il y en a partout. Mais est-ce qu'elles méritent vraiment ton temps? Bienvenue dans On Continue, le podcast où je regarde des séries pour te dire si elles méritent qu'on continue. Le principe est simple. À chaque épisode, je regarde plusieurs séries et je me pose une seule question. Est-ce qu'elles méritent vraiment ton temps? Parce qu'aujourd'hui, entre Netflix, Prime Video, Disney ⁇ et toutes les sorties chaque semaine, tu pourrais passer ta vie entière à regarder des séries. Et soyons honnêtes, tout ne mérite pas forcément 8 heures de ta vie. Cette semaine, on va parler de 3 séries. On commencera par un très mauvais pressentiment, produite par les frères Duffer, qui commence comme une pépite, mais qui se sabote en route. On enchaînera ensuite avec Vladimir ou le délicieux Professeur V, une série qui t'obsède sans jamais vraiment t'emmener quelque part. Et on terminera avec Lucky Luke, une adaptation qui réussit presque l'exploit de tout rater. 3 séries, 3 expériences très différentes, mais une seule vraie question, est-ce qu'elles méritent vraiment ton temps? Et on commence après le générique. Quand les frères Duffer produisent une nouvelle série sur Netflix, forcément, ça attire l'attention. Mais on va être honnête tout de suite, ce n'est pas parce qu'ils sont derrière que c'est automatiquement une réussite. On les connaît pour Stranger Things. On connaît leur capacité à installer une ambiance, à créer de la tension, à raconter quelque chose de maîtrisé. Mais on a aussi vu, récemment, que même eux peuvent se perdre en route. Que tout n'est pas toujours parfaitement tenu du début jusqu'à la fin. Et un très mauvais pressentiment, c'est exactement ça. Une série qui montre qu'ils peuvent toujours créer une atmosphère, mais qui prouve aussi que ça ne suffit pas toujours. Un très mauvais pressentiment, c'est une série disponible sur Netflix en 8 épisodes. La série suit Rachel, une jeune femme sur le point de se marier. Tout est prêt, le cadre est posé, le futur semble écrit. Mais très vite, quelque chose cloche. Pas un danger évident, pas une menace claire, juste une sensation persistante. Un doute, un malaise, un pressentiment. Elle rejoint la maison de vacances de sa belle famille. Un lieu isolé, presque hors du monde. Et à partir de là, la série installe son terrain de jeu. Un huis clos, une famille étrange et une tension qui s'installe progressivement. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, la série ne joue pas uniquement la carte du subtil. Dès le début, elle utilise aussi beaucoup de jumpscares. Certains fonctionnent, mais d'autres sonnent clairement gratuits. Et c'est important de le dire, parce que ça casse un peu l'idée d'une horreur totalement maîtrisée. Le début est très efficace. Pas parfait, mais efficace. Parce que la série réussit quelque chose de difficile. Te mettre mal à l'aise, sans que tu comprennes exactement pourquoi. Et ça, c'est une vraie qualité. Tu avances dans l'épisode avec une sensation constante, que quelque chose ne va pas. Et surtout, tu as la certitude que ça va mal finir. Et pendant plusieurs épisodes, tu tiens, tu es dedans. Tu observes, tu analyses, et tu te dis, ah ok, là il y a vraiment quelque chose. Mais le problème, c'est que la série ne tient pas à cette promesse. Alors tout d'abord, ce qui frappe en premier, c'est la réalisation. Elle est vraiment solide. Les cadres sont précis, les mouvements de caméra sont maîtrisés, la proximité avec les personnages crée une forme d'inconfort. Tu n'es jamais totalement à distance, et ça fonctionne super bien. L'ambiance est également un énorme point fort. Un malaise permanent, une tension sourde, une impression que tout peut basculer. Même dans les moments calmes, tu n'es jamais vraiment tranquille, et ça, c'est réussi. Le casting est aussi ultra convaincant. Les personnages ne sont pas caricaturaux, ils sont juste assez étranges pour déranger, et les acteurs qui les jouent sont vraiment habités par les personnages. La belle famille fonctionne parfaitement, elle incarne exactement ce que la série veut faire. Un danger diffus, jamais frontal, mais toujours présent. Et puis, arrive l'épisode 4. Et là, la série en révèle de trop d'un coup. Et à partir de ce moment-là, tout change. La tension qui reposait sur le mystère disparaît. Et la série doit trouver autre chose pour tenir. Mais elle n'a pas les épaules pour ça. Et c'est là qu'on arrive sur ce qui coince. Premier problème, le rythme. Après la révélation, la série ralentit fortement. Elle se met à se répéter. Elle se met à étirer. Elle se met à hésiter. Et surtout, elle tourne en rond. Ce qui était une montée devient une stagnation. Deuxième problème, l'écriture.
Elle n'est pas catastrophique, mais elle manque de maîtrise. La série multiplie les pistes sans jamais vraiment les organiser. On sent une envie de dire beaucoup de choses, mais sans toujours savoir comment les articuler. Et tout ça crée une sensation de flou. Troisième point clé, le changement de ton. Au début, la série s'inscrit dans une horreur psychologique très marquée à la Mike Flanagan, assez lente, introspective, centrée sur le personnage, et puis, progressivement, elle bascule vers quelque chose de plus froid, plus mécanique, plus fataliste. Presque du Rosemary Baby. Et en soi, c'est une évolution qui est intéressante, mais elle manque de fluidité. Elle est subie plus que construite. Et c'est là que la série mérite qu'on s'y attarde un petit peu sur les thèmes qu'elle aborde. Parce qu'elle ne parle pas juste d'horreur. Elle parle du mariage pas comme un moment heureux, comme une prise de risque. La peur de s'engager, la peur de se tromper, la peur de ne plus savoir revenir en arrière. Et ça, c'est extrêmement moderne. Ensuite, il y a la pression familiale. La belle famille n'est pas simplement inquiétante. Elle observe, elle impose, elle juge. Et Rachel se trouve enfermée dans un système, tout est déjà écrit, où elle n'a plus vraiment de place. Autre thème important, le faux semblant du couple. La série pose une vraie question. Est-ce que tu aimes vraiment la personne avec qui tu vas passer ta vie? Est-ce que tu n'es pas simplement entraîné dans quelque chose que tu n'as plus le courage d'arrêter? Et enfin, la manipulation. Ce sentiment que tout est orchestré, que chaque geste, chaque décision est déjà influencé, et que tu n'as plus vraiment le contrôle. Malgré ses défauts, la série ne s'effondre jamais complètement. Alors pourquoi? Parce que sa forme reste forte, la réalisation tient, l'ambiance tient, et surtout, elle reste intéressante même quand elle déçoit. Et au final, elle reste au-dessus de la moyenne des séries actuelles. Et ça, c'est très important de le souligner. Parce que ce n'est pas une mauvaise série, c'est une série qui est frustrante. Donc, si tu veux une série parfaitement maîtrisée, passe ton chemin. Mais si tu cherches une ambiance forte, une tension psychologique, une expérience dérangeante, là, tu peux y aller. Mais en étant conscient d'une chose, elle ne va pas tenir toutes ses promesses. Un très mauvais pressentiment, c'est une série qui commence comme une montée en tension et qui finit par se diluer. Alors, est-ce qu'on continue? Continue si tu aimes les séries d'ambiance oppressante, avec une réalisation solide, des thèmes intéressants et que tu acceptes une frustration narrative. Et arrête sans regret si tu n'aimes pas les révélations trop précoces, les rythmes qui s'effondrent, une écriture instable ou des jumpscares parfois gratuites et des changements de ton mal maîtrisés. Ma note, 7 sur 10. Verdict, on continue. Conclusion, un très mauvais pressentiment, c'est une série qui avait tout pour être une grande série, mais qui à force de vouloir tout montrer trop tôt, s'est elle-même affaiblie. Et pourtant, elle reste suffisamment solide pour mériter ton temps. Tout le monde parle de séries qui marquent, mais il y a aussi celles qui t'obsèdent, sans jamais t'emmener quelque part. Aujourd'hui, on va parler d'une série assez étrange, Vladimir, ou en France, le délicieux professeur V. Et dès le départ, il faut être honnête, c'est une série qui intrigue, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Parce que Vladimir, c'est un peu comme cette fameuse tarte aux pommes chez ta grand-mère. Tu sais, celle que tu manges après un repas déjà trop lourd. T'as plus faim, ton corps te dit stop, mais elle est là. Et elle a l'air incroyable, avec ces deux boules de glace vanille en train de fondre tout doucement là. Alors tu la prends, tu la manges, tu la termines même. Et à la fin, bah t'as juste une indigestion et la garantie de passer une bonne soirée avec ton meilleur ami, le citrate de bétaïne. Vladimir, c'est une série Netflix en 8 épisodes. La série suit une professeure d'université en pleine remise en question. Son couple est fragilisé, son mari est au cœur d'un scandale lié à des étudiantes, et dans ce contexte déjà instable, elle développe une obsession. Une obsession pour un collègue plus jeune, je vous le donne en mille, Vladimir. Mais très vite, la série ne raconte pas juste une histoire de désir. Elle joue avec ta perception, parce que tout est raconté à travers elle. Et surtout, elle nous parle directement. Elle brise le quatrième mur. Elle nous regarde. Elle nous embarque dans sa tête. Et là, une question s'installe. Est-ce qu'on voit la réalité
ou juste ce qu'elle veut bien nous montrer. Vladimir, c'est une série qui te retient, mais pas de manière classique. Elle ne t'accroche pas, mais elle te garde. Tu continues, tu regardes, tu veux comprendre, mais au fond, tu ne sais jamais vraiment pourquoi. Et c'est là que la série devient intéressante, parce qu'elle ne te tient pas par son intrigue, elle te tient par autre chose. Ce qui est très malin avec Vladimir, c'est qu'elle ne se contente pas de raconter une histoire. Elle t'implique, elle te parle, elle t'explique, elle te guide, et sans que tu t'en rendes compte, tu adoptes son point de vue. Parce que tu la comprends, parfois tu l'excuses, parfois même tu la suis, alors que, objectivement, tout est discutable. Et c'est là que la série devient presque dérangeante, parce qu'elle te met dans une position inconfortable, celle du complice. Et en fait, si la série fonctionne malgré ses défauts, c'est peut-être pour une raison très simple. Elle réveille quelque chose chez toi. Tu sais, cette curiosité, un peu malsaine, un peu honteuse, celle de regarder la vie des autres. Comme quand tu jettes un coup d'œil par la fenêtre. Pas pour aider, pas pour comprendre, juste pour voir. Et Vladimir, c'est exactement ça. Tu regardes quelqu'un s'enfoncer, tu regardes une obsession se construire, tu regardes une vie se dérégler. Et tu continues. Pas parce que c'est bien raconté, mais parce que t'as envie de voir jusqu'où ça va aller. Et moi le premier, je m'en cache pas. Si je suis resté jusqu'au bout, c'est peut-être pas pour la série ou pour l'intrigue, c'est juste pour ça. Bon, je vais être honnête quand même, la série a des qualités. Elle a une vraie identité visuelle, une mise en scène très travaillée, et une proximité forte avec le spectateur. Et surtout, elle a une actrice principale très solide. Rachel Weisz, elle porte la série à elle toute seule. Elle arrive à lui donner du relief, et sans elle, tout s'effondre. Ce qui est fort aussi avec cette série, c'est qu'on s'accroche à un personnage dont on ne connaît même pas son prénom. Un personnage qui nous parle, face caméra, etc. Mais on ne sait pas son nom. Son prénom n'est jamais dit. Le problème, c'est que la série ne construit rien. Elle installe une obsession, puis elle la répète. Encore et encore. Même dynamique, même mécanique, même type de scène. Et à un moment, tu n'avances plus. Tu tournes avec elle. Et c'est là que la série révèle son vrai problème. Elle n'a pas vraiment de direction. Elle ne sait pas où elle va. Et toi non plus. Donc en fait, elle hésite entre le malaise, drame, ironie, et j'en passe, mais elle ne choisit jamais. Et du coup, c'est une série qui n'impacte jamais vraiment. Et puis, il y a la fin. Et là, énorme frustration. Parce qu'il n'y a pas de twist, pas de vraie révélation, pas de conclusion forte. Juste une sensation. Tout ça pour ça. Et pourtant, cette série en avait des choses à dire. Sur le désir, sur l'âge, sur le pouvoir, sur la perception. Mais en réalité, Vladimir ne parle pas vraiment de Vladimir. Elle parle d'elle, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle projette, de la réalité qu'elle se construit. Et ça, c'est un super point de départ, mais jamais vraiment exploité. Donc, soyons clairs, si tu veux une série avec une vraie histoire, non. Si tu veux une expérience étrange, psychologique, tu peux essayer. Mais faut savoir dans quoi tu te mets les pieds. Tu risques de rester sans avancer. Donc, Vladimir, c'est une série que tu regardes par curiosité et que tu termines par pur voyeurisme. Donc, est-ce qu'on continue? Continue si tu veux une série avec une vraie identité, une actrice forte, un concept qui est quand même intéressant. Et arrête sans regret si tu n'aimes pas les intrigues limitées, une répétition constante, un manque de direction ou une fin frustrante. Ma note 5 sur 10. Mention peut-être. Alors pourquoi? Parce que c'est une série que tu peux regarder, sans jamais vraiment savoir pourquoi tu la regardes. Et franchement, c'est le genre de série qui te met mal à l'aise parce que elle en dit peut-être plus sur toi que sur ce qu'elle raconte elle. Donc, Vladimir, c'est une obsession, mais une obsession vide. Et derrière son apparence de série moderne et provocante, elle rejoue quelque chose de très connu, les gars. Un fantasme? Un regard biaisé?
Un rapport de pouvoir? Ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle pas un film de Stanley Kubrick qui s'appelle Lolita? Sauf qu'ici, c'est inversé. Dans Lolita, on suit le point de vue masculin, et ici, on suit le point de vue féminin, mais sans la puissance. Donc au final, Vladimir, c'est juste le film Lolita, mais inversé. Allez, on termine avec Lucky Luke. Et honnêtement, quand j'ai lancé la série, je me suis posé une vraie question. Est-ce qu'on tient une pépite en adaptation live-action de Lucky Luke? Parce qu'il faut le dire, hein, Lucky Luke en live-action, c'est rarement une réussite. Entre les adaptations lourdes, maladroites ou complètement à côté de la plaque, il y en a pour tous les goûts. Surtout si t'aimes les bons nanars à la française. Pourtant, sur le papier, la promesse était intéressante. Un Lucky Luke plus humain, plus vulnérable et plus adulte. Une tentative de moderniser le personnage. Et après quelques épisodes, on peut dire qu'on est bien tombé sur une pépite. Hein. Ah ouais, ça y a pas photo. Hein. On est tombé sur une pépite de nullité. Lucky Luke est une mini-série française de 8 épisodes disponible sur Disney+, et coproduite avec France Télévisions. Des épisodes d'environ 30 à 35 minutes. Cette version propose une relecture du mythe où on retrouve Lucky Luke, cow-boy solitaire, mais cette fois un peu plus humain, un peu plus abîmé. Et surtout, il est accompagné de Louise, non c'est pas la mère de Malcolm, une jeune femme de 18 ans qui va l'entraîner dans une quête autour de la disparition de sa mère. En parallèle, la série tente de construire quelque chose de beaucoup plus large. Un complot, des figures du Far West revisitées, et même une intrigue politique. Oh, excusez du peu. Hein. Sur le papier, c'est ambitieux, mais dans les faits, ça ne fonctionne jamais. Très vite, tu sens qu'il y a un truc. Tu sens que ça ne prend pas. Pas un détail précis, hein. Mais il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui va. Le ton est étrange, les dialogues sonnent faux, les scènes s'enchaînent, sans jamais vraiment créer d'impact. Et surtout, t'as jamais envie de continuer. Et ça, pour une série, c'est rédhibitoire. Hein. Au fond, c'est con parce qu'il y avait une idée. Humaniser Lucky Luke, le rendre plus fragile, plus moderne, plus ancré dans une réalité. Et en soi, c'est une bonne intention, mais le problème, c'est que ça reste une intention. La série ne creuse rien, elle ne développe rien, et là on va rentrer dans les problèmes. Problème numéro un, l'écriture. Franchement, c'est catastrophique. Intrigue principale faible, arc secondaire inexistant, dialogue plat. Par moments, t'as l'impression d'écouter des personnages qui récitent des phrases, mais sans jamais vraiment y croire. Deuxième problème, le ton. Et là c'est presque fascinant. La série est constamment le cul entre deux chaises. Entre humour cartoon et tentative de sérieux, elle ne choisit jamais. Et tu ne sais jamais si tu dois rire ou prendre ça au sérieux. Et du coup, tu fais ni l'un ni l'autre. Troisième problème, les personnages. Lucky Luke, il est méconnaissable. Ni fidèle à la BD, ni intéressant en version moderne. Joe Dalton, n'en parlons pas, il est complètement dénaturé, et même les figures iconiques ne sauvent rien. Parce qu'au fond, il n'y a aucune vision claire. Quatrième problème, le jeu d'acteur. Et là, on est dans la masterclass du gros problème. Surjeu constant, manque d'émotion, direction inexistante, t'as l'impression que les acteurs lisent leur dialogue sur un panneau derrière la caméra. Ou qu'ils sont carrément dans une autre série. Et pas dans une meilleure série, hein. Cinquième problème, y a pas de moyens. Budget limité, décor faible, action inexistante. Le Far West ne fait jamais rêver, et pour Lucky Luke, c'est presque impardonnable. Mais donc au final, le vrai verdict, il est simple. Hein. Même moi perso, je n'ai pas fini la série. J'ai pas regardé le dernier épisode. Je me suis arrêté à la 7. Et ça déjà, c'est peut-être la pire chose que je peux dire. Le parallèle qui fait mal. Dans l'épisode précédent, on a parlé de One Piece. Vous savez, on avait dit que c'était une adaptation complexe, un univers difficile, un énorme risque, et pourtant ça fonctionne. Alors pourquoi ça a marché avec One Piece? Parce que la série a respecté son matériau. Elle l'a adapté avec courtoisie, compassion, elle l'a compris. Lucky Luke, elle a fait exactement l'inverse. Elle l'a transformé sans comprendre, elle l'a modernisé sans rien maîtriser. Et ça montre une chose très simple.
Le problème, ce n'est pas les adaptations live action, c'est ce que tu en fais. Donc soyons très clairs. Si tu aimes Lucky Luke, ne regarde pas ça, hein. Si tu veux une bonne série, ne regarde pas ça, hein. Si tu veux voir jusqu'où ça a mal tourné, bah là pourquoi pas. Mais au moins, tu sais pourquoi tu regardes. Lucky Luke, c'est une série que tu peux arrêter au bout de 2 épisodes, sans absolument rien perdre. Verdict, les points positifs, il y en a quand même un, c'est que l'intention était intéressante, mais seulement sur le papier. Les points négatifs, t'as une écriture catastrophique, un ton incohérent, un jeu d'acteur problématique, un manque total d'âme et une série qu'on abandonne. Alors, est-ce qu'on doit continuer? Suspense. Continue si tu es curieux de voir jusque où une adaptation peut se rater, ou si tu aimes les nanars et que ça t'amuse. Et arrête sans regret si tu cherches une bonne série, une adaptation fidèle ou intelligente de Lucky Luke, ou simplement quelque chose qui mérite ton temps. Ma note 2/10. Mention, on arrête. Lucky Luke voulait moderniser un mythe? Il a juste réussi à le vider, encore un peu plus. C'est ni fidèle, ni moderne, ni intéressant, juste inutile. Parce qu'au fond, adapter un monument, c'est compliqué, hein. Ça, y a pas de doute. Mais rater ça à ce point, ça commence presque à devenir un talent. Voilà pour aujourd'hui. 3 séries et surtout 3 décisions à prendre. Si ça t'a aidé à y voir plus clair, pense à t'abonner, à mettre une note et à en parler autour de toi. Et si tu veux prolonger un peu, viens sur la page Facebook On Continue. On échange, on débat et on continue ensemble. On se retrouve mardi 21 avril avec Shrinking saison 3, The Pitt saison 2 et le retour très attendu de la série Malcolm. Parce qu'au final, ton temps est limité, alors autant le donner aux bonnes séries. Sur ce, ciao!